Donc vous ne pouvez pas dire, parce que moi j'étais parti, j'avais constitué un parti avant que la nouvelle loi ne soit votée, je ne suis pas concerné. La réforme a été créée pour que tout le monde ne puisse pas faire son parti. Non. Nous avons... Ceux qui ont été laissés sur le carreau, c'est des gens dont les partis ont été homologués régulièrement et lors des tri, quand même, il y a un certain nombre de barrières qui n'ont pas pu franchir, justement. C'est des barrières légales ou réglementaires. Ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Y compris dans le passé, dans ce pays. C'est pas la première fois que des gens sont candidats à une élection et qu'ils ne sont pas sélectionnés. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du Bénin, de son actualité. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau une figure marquante de l'actualité de ce pays. Il fut ministre des Finances, directeur Afrique du FMI, président de la BOAD. Il est actuellement ministre d'État chargé du plan et du développement. Il est également président du parti politique Bloc républicain. Monsieur Abdoulaye Bio-Tchane est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau et content de vous revoir. En tout cas, tout le plaisir est pour nous. Alors dites-nous, comment va le Bénin et comment vont les Béninois aujourd'hui? Merci. Pour résumer, je peux dire que le Bénin va bien. Les Béninois dans leur ensemble vont bien. Et je peux dire les Béninois iront de mieux en mieux. Si je m'en tiens à tout ce qui est en train d'être déployé en termes de politique, en termes de réalisation, en termes d'amélioration des conditions de vie et tout simplement du social aussi. Depuis bientôt 10 ans, le Bénin est dirigé par quand même une équipe qui est arrivée avec de nouvelles méthodes, avec une nouvelle vision. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui des années de président Talon à la tête du Bénin? La vision, la méthode. La vision, elle est là, de transformer le pays, se réaliser soi-même, se révéler. On l'a dit dès le départ. La méthode, c'est tout simplement dire que tout ce qui va être fait doit être au départ programmé, planifié. Vous connaissez cette expression qui dit que si vous ne planifiez pas, vous planifiez votre échec. Donnez-nous quelques points qu'on peut retenir résolument pour dire ça, c'est l'actif du gouvernement. Ça fait presque 9 ans que nous avons un budget et ce budget annuel est apprécié par tout le monde. Donc, macroéconomie. Deuxièmement, les secteurs. Quels sont les secteurs qui tiennent l'économie? Vous voyez très bien que un pays qui était initialement connu pour son agriculture, le coton, est aujourd'hui plus ouvert. Nous avons plusieurs autres filières qui se font remarquer. On aura le temps de revenir sur la filière agricole. Voilà. Parce que les Béninois, certains Béninois quand même mettent du bémol dans ce que vous êtes en train de dire. On en parlera. Et puis, donc, l'ouverture sur le tourisme. Nous voulons faire du tourisme un secteur important de notre économie. Et ça se voit à Cotonou, à Ouida, à Alada, à Abomey, à Meki, etc. La gouvernance aussi, ça c'est important avec la création de la CRIET et d'autres mesures importantes pour dire que les choses doivent changer, l'impunité doit cesser. Pendant que je préparais cette émission, j'ai rencontré certains de vos compatriotes, ils m'ont dit des choses quand même qui m'ont fait froid au dos en disant que le bilan est catastrophique. La précarité de l'emploi, la suppression du droit de grève, la fermeture du champ politique, des exilés politiques et des prisonniers politiques. Qu'est-ce que cela vous inspire? La première chose, si c'était si catastrophique, je suis certain que vous ne seriez pas là. Vous êtes aussi là parce que vous avez vu, vous avez entendu de l'extérieur que le Bénin est différent. La deuxième chose, c'est que je peux être spécifique sur chacun de ces points. Sur le plan économique, vous avez évoqué certains sujets, l'emploi par exemple. Vous savez, en 2016, quand le président Talon a été élu, dans le premier programme d'action du gouvernement, nous avons projeté que nous allons créer sur le quinquennat 500 000 emplois. Eh bien, dites-vous, sur ce quinquennat, nous avons créé 800 000 emplois. Il va falloir savoir c'est quoi les emplois qui sont créés vraiment dans quel secteur parce que... Alors, je vais vous dire, laissez-moi donner les chiffres et puis après vous pouvez revenir contester la matérialité de ces chiffres-là. Sur le deuxième quinquennat, nous avons projeté de créer 1 300 000 emplois. Sur les 4 premières années de ce quinquennat, nous avions déjà créé le 1 300 000 emplois. Alors, d'où viennent ces emplois-là?
D'abord, je vais vous dire, les emplois qui sont créés ne sont pas les emplois dans l'administration. Et c'est ça la principale erreur que beaucoup de gens font. Dans quel secteur précisément? Aujourd'hui, les emplois, et sinon c'est important de le comprendre et de le faire comprendre surtout aux plus jeunes qui ambitionnent d'être sur le marché du travail. Aujourd'hui, en 2016, quand nous avons fait notre évaluation, il y avait près de 3 millions de jeunes qui soit étaient à la recherche d'un emploi, soit avaient un emploi qu'ils souhaitaient changer. Alors, où ils sont? Ils sont déjà dans l'agriculture. En 2016, nous produisions 300 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, nous sommes presque 700 000 tonnes. Nous produisions à peine 100 000 tonnes de soja. Aujourd'hui, nous produisons 600 000 tonnes de soja. Nous produisions à peine 100 000 tonnes de riz. Nous en produisons 300 000. Glodibé, vous connaissez Glodibé? Bien, nous ne produisions pas de produits transformés essentiellement. Nous avons décidé que depuis l'année dernière, plus aucun produit ne serait exporté brut. Transformation. Aujourd'hui, nous exportons des t-shirts aux États-Unis. Et d'ici la fin de l'année, puisque vous y êtes allé, il y aura 50 000 jeunes qui vont y travailler. Certaines personnes estiment que vous déshabillez Paul pour habiller Pierre parce que beaucoup d'emplois ont été supprimés, des entreprises ont fermé. Reconnaissez-le aussi quand même. Les entreprises qui ont été fermées l'ont été dans la restructuration de l'économie. Les emplois à créer pour l'économie, ce ne sont pas les emplois dans la fonction publique. Et ce sont essentiellement les emplois dans la fonction publique qui ont été supprimés pour être remplacés par d'autres administrations. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'un employeur peut utiliser indéfiniment un employé en contrat à durée déterminée? Alors, je vais vous expliquer le marché du travail, la réforme du marché du travail, qui est aussi un des progrès que nous avons pu réaliser dans ce pays. Quand vous regardez autour du monde, je dis bien autour du monde, les pays dans lesquels vous avez le moins de chômeurs possible, ce sont les pays dans lesquels le marché du travail est le moins régulé, où on a moins de contraintes sur les entreprises, moins de contraintes sur les administrations qui peuvent recruter. Partout dans le monde, les CDD sont quand même régulés d'une certaine manière. On ne peut pas permettre à des entrepreneurs... Je suis désolé, ne dites pas ça parce que ce n'est pas juste. Ah oui, dites-moi là où vous avez les emplois, là où vous avez l'assurance de l'emploi, là où vous avez le moins de chômeurs, c'est là où vous avez la flexibilité, ce qu'on appelle la flexibilité dans le monde du travail, où l'entreprise peut recruter quand elle peut. Si vous obligez une entreprise qui n'a pas besoin de monde à garder des gens parce que vous avez mis une loi, vous avez mis un décret pour le faire, c'est une erreur. Parce que cette entreprise qui peut recruter 10 personnes va couler avec les 10 personnes. Laissez l'ouverture, laissez ce marché flexible pour permettre aux entreprises qui en ont la capacité de recruter les gens. Si vous faites tout simplement, vous votez une loi, vous prenez un décret pour dire toute PME qui recrute une personne doit lui donner forcément un CDI. Pas un CDI automatique, ça commence d'abord par des CDD, mais et on limite le nombre de CDD. Est-ce que vous ne créez pas des abus, par exemple, de la part des employeurs? Il peut y avoir des abus et ils doivent être sanctionnés, la loi le prévoit. Mais ne laissez pas le sentiment aux téléspectateurs, aux citoyens, de penser que parce qu'on fait des CDD, ce n'est pas pour les protéger. Ce qui protège l'emploi, ce qui permet à l'emploi d'être créé par les entreprises, encore une fois, ce sont les entreprises qui créent les emplois, pas les administrations. Vous avez parlé de la croissance aujourd'hui. Est-ce que les taux de croissance qu'on affiche aujourd'hui au Bénin, est-ce que ça reflète le quotidien des Béninois? Ces taux de croissance économique, il faut les saluer. Il faut travailler pour qu'ils soient encore meilleurs. Quand vous avez cette croissance dans les secteurs, vous avez du riz, vous avez des noix de cajou, vous avez du soja, vous avez du coton, vous avez des ananas. Quand vous avez tout ça, ce sont bien des bras armés qui le produisent. Ce sont des gens qui, pour gagner leur pain quotidien, vont dans ces productions. Mais ça fait bien plaisir que vous magnifiez les agriculteurs parce que depuis un moment, c'est pas la belle vie chez eux. Hein. Ils sont de grogner un peu partout. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'un certain nombre de mesures que vous prenez depuis un moment. Sur les réseaux sociaux. Moi, je suis allé... Pas sur les réseaux sociaux. Laissez-moi, s'il vous plaît, parler. Moi, je suis allé dans les zones agricoles. Et ces agriculteurs vous disent c'est la course au foncier pour produire davantage. Parce que ils peuvent produire et vendre et être payés cash sur le coton, sur le maïs, sur le soja, sur l'anacarde, eh bien,
ils sont mieux qu'il y a 5 ans, ils sont mieux qu'il y a 10 ans. Monsieur le ministre, j'ai fait le même exercice parce que je me suis promené un peu partout dans les zones agricoles. Mais apparemment, on n'a pas rencontré les mêmes agriculteurs. Hein, parce que ceux que moi j'ai rencontrés me disent exactement ceci. Ils disent, vous savez, nous on a envie de produire, mais on a envie de vendre à qui on veut. On n'a pas envie qu'on ait un bâton derrière nous pour nous obliger à choisir celui à qui on va vendre et le prix auquel on va vendre. Est-ce que vous comprenez ça, surtout les cotonculteurs? Non seulement je comprends ça, mais ce n'est pas ça qui est là. Quand ils produisent, ils vendent à qui ils veulent. Le prix, il est fixé par les producteurs, il n'est pas fixé par l'État. Le prix du coton, aujourd'hui, il est fixé par ce que nous appelons l'interprofession. Pourquoi certains ne peuvent pas vendre leur coton à qui ils veulent, l'exporter comme ils veulent? Ceux qui produisent des acajou peuvent le vendre à qui ils veulent, même à l'extérieur du pays. Si vous mettez un producteur individuel de Banikwara, vous lui dites, tu peux aller vendre ton coton aux États-Unis, vous pensez qu'il pourra s'en sortir? Libre à lui. C'est pour ça. Libre à lui. Libre à lui, non. Ils ont besoin d'une certaine portion. Les mêmes qui vous disent, nous voulons être libres, ils demandent la protection. Le gouvernement n'intervient pas sur le prix de la fixation du prix du coton. Le gouvernement intervient sur le prix de quoi, alors? Le gouvernement ne fait qu'homologuer les prix fixés par l'interprofession, qui est la réunion des producteurs et des acheteurs. Ils sont dans un marché, ils se réunissent, donc d'une part les producteurs et de l'autre côté les transformateurs. Vous voulez me dire que le bras de fer dont je parle entre l'exécutif et les producteurs, là, c'est une vue de l'esprit? Il y a un problème quand même, c'est même récent. Ce problème, il porte sur quelque chose qui est différent, qui ne porte pas sur la fixation du prix. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît. Alors, je vous explique. Le problème dont vous parlez, qui est un problème récent, vient de ce que, conscient de ce que, une des faiblesses de notre économie d'exportation, c'est que nous exportons les produits bruts. Exporter les produits bruts vous expose à quoi? Vous expose à des prix relativement faibles et très variables. Vous expose deuxièmement au fait que l'essentiel de la main-d'œuvre qui est créée par ce secteur-là est capté par ceux qui transforment ces produits-là. Il est de notre intérêt béninois, il est de notre intérêt bénin de transformer ces produits-là chez nous avant de les exporter. Oui, mais le producteur ne transforme pas, c'est la structure qui transforme, qui achète. Ce sont les usines de transformation qui l'achètent. C'est le marché, comme on le fait pour le coton. Ce sont les usines et les propriétaires des usines de transformation qui vont acheter le soja, l'anacarde et qui vont le transformer à Glodibé et ailleurs. Désormais, il y a une interprofession du soja, il y a une interprofession des noix de cajou, et cette interprofession qui réunit les producteurs, les transformateurs, cette interprofession fixe les prix et les conditions dans lesquelles ce marché va se faire. Est-ce que vous voulez me dire que c'est le bras de fer, c'est entre les producteurs et l'interprofession et l'exécutif n'est pas du tout mêlé à cela? Le bras de fer, là où l'État intervient, c'est pour dire, c'est ici, ce marché va se faire ici. Nous n'allons pas permettre aux Vietnamiens, nous n'allons pas permettre aux Indiens de venir réguler le marché. Nous voulons que le jeune de Banikwara, le jeune de Kandi, le jeune de Kalalé, le jeune de Djougou, qui voit les noix de cajou tomber, puissent venir travailler dans les usines de Glodibé, plutôt que ces emplois soient créés en Inde et au Vietnam. C'est tout ce que nous disons. Monsieur le ministre, on va changer de sujet dans cette émission. On va parler de ce qu'on appelait ici réforme du système partisan qui a réussi à happer un certain nombre de partis politiques et à former de grands regroupements. Quand vous faites le bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? C'est une bonne réforme. Et les résultats, ils sont déjà assez bons et ils vont être encore meilleurs. En 2016, il y avait plus de 200 partis au Bénin. Il y avait un désordre incroyable dans l'Assemblée nationale. De 1990 à 2016, aucun parti politique n'a pu faire élire un président de la République. Et je me rappelle très bien que dans la campagne électorale de 2016, où il y avait une trentaine de candidats, la plupart des candidats appelaient à une réforme. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette réforme-là a été votée quasi unanimement par les députés qui étaient à l'Assemblée nationale à l'époque. L'Assemblée nationale, enfin, quelle législature? Celle que nous avons héritée, oui, qui rassemblait des députés venus de tous les bords et qui reconnaissaient tous que nous avions besoin d'une consolidation. Mais la réforme, elle a commencé effectivement, mais on a l'impression que ce que les gens pensaient au début en criant à corps et à cri qu'il faut aller aux réformes, ce n'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont laissées sur le carreau. Non, c'est ce qui se passe est conforme à ce qui avait été prévu. La seule différence,
c'est que les gens commencent, les acteurs commencent pas à vivre les conséquences de cette réforme qui, c'est vrai, il n'est pas facile à quelqu'un qui était habitué à faire ce qu'il veut dans son petit coin de se mettre dans un grand groupe où les décisions se prennent de manière collégiale, où les décisions se prennent dans un groupe beaucoup plus élargi. Avant, si vous êtes chef de parti et que vous financez les activités du parti, vous faites exactement tout ce que vous voulez. Qui ça dérange vraiment qu'il y ait 200 partis politiques? Le Bénin a toujours élu ses dirigeants. Alors, moi, je vais vous dire... Sans qu'il y ait aucun mort, justement. Je peux vous dire ce que ça a dérangé, parce que j'ai vécu ça. J'ai été ministre des Finances pendant 4 ans. Sur les 4 ans où j'ai été ministre des Finances, je n'ai passé qu'un seul budget. Je n'ai passé qu'un seul budget à l'Assemblée. Vous avez voulu que les députés votent les lois les yeux fermés comme l'aurait souhaité l'autre? Non, pas les yeux fermés, mais pour qu'il puisse y avoir un budget conforme à une majorité. C'est ça qui se passe dans tous les grands pays. En dépit de cela, vous vous en êtes sorti valablement. Oui, quand même, le Bénin s'est tenu toujours debout. Mais vous êtes dans des négociations interminables. Il y a des lois que les gouvernements étaient obligés de prendre en payant. Oui, en payant. Pour passer une loi, vous êtes obligé de c'est des aveux que vous faites aujourd'hui, c'est des révélations. C'est des révélations qui sont justes. Tous les gens qui ont dirigé ce pays de 1990, du président Soglo au président Yahi au président Kélékou, peuvent en attester. Mais ce n'est pas acceptable. La réforme a commencé à faire, en train de faire son petit bonhomme de chemin, mais ce qu'on a constaté, cette réforme-là a généré un parlement monocolore, bien entendu. Cette réforme a généré une élection contestée avec des morts aussi. Est-ce que c'est ce que vous aviez souhaité, ça? Ce que vous aviez prévu? Je peux vous dire, personne n'a souhaité ça. Mais comment est-on arrivé là? Personne n'a souhaité ça. On en est arrivé là parce que certains acteurs, une fois devant les lois auxquelles ils ont participé, se sont rebuffés en disant non, ça ne se passera pas comme ça. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, la loi, elle est là jusqu'à ce qu'elle puisse être modifiée. Est-ce que vous voulez dire que... Et vous respectez les règles qui existent pendant ce temps-là. Le Parlement est devenu monocolore parce que certains acteurs n'avaient pas voulu se prêter aux lois, c'est ça? Oui, parce que certains ont dit nous n'irons pas aux élections. Non, nous n'irons pas aux élections. Non, nous n'irons pas aux élections. Parce qu'on a mis un certain nombre de règles, les excluant à peu près. Non, pas du tout. Plus ou moins, oui. Pas du tout. L'histoire est là, il ne faut pas réécrire. Le certificat de conformité, est-ce que c'est sorti d'où, par exemple, ce qu'on appelait dans ce pays certificat de conformité? Ça, là aussi, a fait beaucoup de tort à un certain nombre de personnes. Ça n'avait jamais été voté à l'Assemblée. On ne sait pas de quel chapeau on a sorti cela. Ça, c'est un point très important que j'aurais voulu quand même que vous éclairiez la lanterne de nos téléspectateurs pour qu'on comprenne d'où c'est venu et le tort que ça a créé à nombre de Béninois. La loi dit d'abord qui sont les partis, comment les partis sont créés. Donc vous ne pouvez pas dire, parce que moi j'étais parti, j'avais constitué un parti avant que la nouvelle loi ne soit votée, je ne suis pas concerné. La réforme a été créée pour que tout le monde ne puisse pas faire son parti. Non. Nous avons... Ceux qui ont été laissés sur le carreau, c'est des gens dont les partis ont été homologués régulièrement et lors des tris, quand même, il y a un certain nombre de barrières qui n'ont pas pu franchir, justement. C'est des barrières légales ou réglementaires. Ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Y compris dans le passé, dans ce pays. C'est pas la première fois que des gens sont candidats à une élection et qu'ils ne sont pas sélectionnés. Parlons maintenant du code électoral en vigueur, un code électoral qui fait l'objet de beaucoup de débats où on se demande où est-ce qu'on ira avec ce code-là. D'abord, quelle est votre appréciation personnelle par rapport à ce code électoral? Mon appréciation, et vous ne devez pas être surpris, est que c'est un des codes que nous souhaitions avoir depuis longtemps. Nous avons besoin de consolidation, c'est l'esprit de cette réforme. C'est ce qui est contenu dans cette réforme. Plus de petits partis. Dans la configuration politique que nous avons aujourd'hui, est-ce que ce code-là, il est réaliste pour obtenir une élection libre, transparente et inclusive? Je peux dire qu'il est réaliste si chacun se met à travailler pour remplir ces conditions. J'estime que quand on fait une loi, on met tout le monde sur le même pied d'égalité à la ligne de départ. Et c'est le cas. Mais apparemment, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et je vais vous surprendre quand je vais vous faire la démonstration. C'est vrai que beaucoup de personnes estiment qu'obtenir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, c'est un peu difficile. Mais, dans le même temps, on a dit que les accords de gouvernance sont autorisés. En termes d'accords de gouvernance aujourd'hui,
les partis de la mouvance présidentielle peuvent l'avoir facilement et parce qu'ils ont des députés, ils sont une certaine chose. Mais quand vous prenez les autres partis de l'opposition, ils sont capables de s'apporter quelque chose en se mettant en accord de gouvernance. Bien sûr. Le LD peut se mettre avec le FCBE. Oui, le FCBE a combien de députés? Il ne s'agit pas seulement des... Non, répondez à ma question juste. Là, parce que vous enfermez la discussion dans un... C'est un exemple juste pour voir si nous savons... À moins que vous... Non, LD n'a pas, FCBE n'a pas de député, mais FCBE a plus de 15 conseillers, plus de 15 maires, je veux dire. Non. Plus de 15 communes. Non, ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BR et l'UPR peuvent se mettre ensemble en ayant 10% de part et d'autre, par exemple. Donc ça leur permet d'échapper à la règle de 20%. Maintenant, le FCBE et les démocrates, par exemple. Et d'autres partis, pourquoi vous limitez ça à ces deux personnes? Je dis ceux qui ont des élus, je veux dire, ceux qui ont des élus. Pourquoi voulez-vous limiter ça seulement aux partis qui ont des élus? Donc, vous dites, la question qui doit se poser, c'est avec qui, et moi je me pose cette question-là en tant que président du Bloc républicain, avec qui demain je fais cet accord qui me permet éventuellement de passer Donc vous êtes optimiste pour les prochaines élections à venir? Bien sûr que je suis optimiste. Et qu'en est-il des présidentielles pour tous les partis. Tous les partis qui se mettent dans la logique de résoudre cette contrainte nouvelle qui est posée par le législateur, eh bien, ils vont y arriver. Le défi est donc le même pour chacun de ces acteurs pour aller chercher des partenaires. Et ces partenaires, ils sont à l'Assemblée comme ils sont en dehors de l'Assemblée. On va aborder 3 petites questions rapidement pour clore cette émission. Les prochaines élections présidentielles, comment est-ce que vous les entrevoyez? Je pense qu'elles seront positives, comme elles l'ont été les années passées. Mais ce serait quand même surprenant qu'on soit pratiquement à 6 mois du dépôt de candidature et on ne voit pas des choses se faire sur le terrain vraiment. Oui, parce que c'est moi qui apprécie mal. Vous n'appréciez pas mal. Vous lisez mal, mais vous ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. D'où ça vient, c'est le nouveau cadre légal qui a été créé, qui donne la main désormais aux partis. C'est ce que nous voulons. Comment est-ce que vous voulez organiser la désignation du candidat pour les prochaines élections au niveau du BR? Au niveau du BR? Oui. Je me réserve cette réponse. Non. Non. De toute façon, on est à 6 mois. Ça fait partie de notre stratégie, de comment ça va se faire. Oui, mais il n'y a pas à garder secret cela. Si, c'est secret. Je vais en tout cas pas le dévoiler dans une antenne télévisée. Ou bien c'est parce que certaines personnes estiment qu'il y a une main obscure qui serait derrière, mais qui décide de comment ça va se passer. Il n'y a pas une main obscure. Tout est transparent. Nous sommes dans une mouvance où nous parlons, où nous décidons beaucoup de choses ensemble et où les choses doivent se faire effectivement ensemble. Vous avez effleuré la question tout à l'heure en parlant de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On a l'impression que cette Cour serait une cour d'exception, comme le disent certaines personnes, avec une propension à punir les adversaires politiques. Est-ce que vous avez la même lecture? Je n'ai pas. La lecture que j'ai, c'est que cette cour est une bonne cour. Cette cour est une bonne réforme. La preuve, c'est que à côté, nous venons de créer l'équivalent de cette cour-là pour la réforme foncière, parce que nous avons fait d'énormes progrès grâce à cette cour. Aujourd'hui, vous allez partout, vous allez dans toutes les administrations, les gens vous diront, nous avons peur de la criette. Vous demandez à des gens de prendre des décisions, ils vous diront, je ne veux pas aller à la criette. Mais le Bénin a toujours sanctionné ces citoyens indélicats. Pourquoi avoir instauré la criette cette fois-ci, en ce moment où on n'avait même pas enregistré d'attaques terroristes sur le territoire béninois en 2018 au moment de cette... Ce n'est pas seulement pour le terrorisme. C'est pour les crimes économiques. C'est la nouveauté, oui. D'abord pour les crimes économiques. On a toujours puni les crimes économiques dans ce pays. Pas du tout. Pas du tout. Le Bénin était connu pour l'impunité dans les crimes économiques. Ah bon? C'est évident. Mais ce qui est étonnant, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont quand même traqués par ce cours-là. D'acteurs politiques des deux bords. Le crime sera puni d'où qu'il vienne. Qu'ils viennent d'acteurs politiques de la mouvance ou qu'ils viennent d'acteurs politiques de l'opposition, si vous commettez un crime, attendez-vous à être puni. Certaines personnes estiment aujourd'hui qu'au Bénin, il y a des détenus politiques, des exilés politiques. Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas parce que je vous renvoie à une déclaration d'un de mes anciens collègues, le ministre de la Justice, Quenom, Séverin, qui disait
qu'il n'y a pas de détenus politiques. Il n'y a pas d'exilés politiques. Ce n'est pas parce que vous êtes un acteur politique que vous avez acheté le droit à commettre des crimes économiques. Vous allez subir les rigueurs de la loi, comme n'importe quel citoyen. C'est ça aussi la lutte contre l'impunité. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'était un plaisir aussi. C'est toujours très court avec vous. Très ça montre la qualité des débats qu'on a toujours avec vous. Mais soyez un peu plus optimistes sur notre pays. Je peux vous le dire, les choses changent, elles vont continuer par changer. Les Béninois seront de plus en plus contents, de plus en plus heureux. Et surtout les jeunes, les opportunités qui vont leur être offertes par ces réformes dans tous les domaines, économiques, sociales, politiques, sont des opportunités réelles. Certains commencent par en vivre. Ne leur enlevons pas cet espoir-là. Vivement qu'il y ait de plus en plus de Béninois qui soient satisfaits, qui soient contents de ces réformes-là, comme vous l'êtes. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons été heureux de passer ces moments en votre compagnie. Merci de votre fidélité. À très bientôt.